Les massacres à Bougge se déroulent de façon relativement semblable à ce qui s'est passé dans les autres localités martyres, avec une ampleur peut-être un peu moins importante, quoique. Donc on est directement dans le contexte du siège de la ville de Namur, de la position fortifiée de Namur, où on a évidemment les différents forts autour de la ville, et les Allemands attaquent par le nord-est, donc entre Marchauvelette et Cognolet, et en perçant l'enceinte à ce niveau-là, eh bien les premières troupes allemandes entrent dans l'agglomération aux environs de Bougge. Et c'est là où le phénomène se passe comme il se passe ailleurs. Il y a cette phobie allemande de tomber sur des civils en armes. Et ils vont donc faire les maisons qui se trouvent le long de la chaussée. Ils vont arriver à l'école de Bougge, où malheureusement ils trouvent des hommes dans la cave, avec des femmes et des enfants aussi. Mais dans la mentalité du soldat allemand de l'époque, eh bien, cette troupe d'hommes est tout de suite considérée comme un risque majeur. On fait sortir la population qui se trouve dans la cave. On sépare les hommes en âge de porter les armes. Malheureusement aussi, il y a à l'intérieur de cette troupe, de ces hommes, des notables. Là aussi, même chose, les Allemands ont particulièrement peur des curés, des autorités communales, de l'instituteur. Et donc, dans le cas qui nous occupe ici, l'instituteur Pierre Sott, il est vraiment... il ressemble à l'image que se fait l'Allemand d'un franc-tireur, et il va donc être assassiné comme les autres membres de ce groupe. Hommes en âge de porter des armes, le 23 août, en fin de matinée, au moment où les premières troupes allemandes entrent dans Namur. Heureusement, peut-on dire, par la suite, les troupes allemandes vont se calmer un petit peu en rentrant en ville. Si les civils de Namur avaient été traités de la sorte, ça aurait été une boucherie inimaginable. Heureusement, ça s'est calmé, et on retrouvera quelques signes d'excitation le lendemain, le 24 et encore le 25 août, mais avec des assassinats, des fusillades plus sporadiques à ce moment-là. Je suis un des petits-fils de Arthur Joseph Pierre Sott, qui a été donc assassiné par les forces allemandes le 23 août 1914. Et donc, il est évident que les conséquences de cet assassinat ont été importantes pour toute la famille, puisqu'il a laissé une veuve et 6 enfants, dont le plus jeune, qui était mon père d'ailleurs, avait 11 mois. Et donc, cet assassinat a été ressenti comme étant une injustice importante. Et c'est la raison pour laquelle 3 de ses fils se sont engagés à l'armée dès l'âge de 14 ans pour, d'une part, venger papa, et d'autre part, pour faire en sorte que maman puisse éduquer donc les autres enfants. La fille aînée a fait des études par hasard d'institutrice, et mon père aussi a fait donc des études d'instituteur, voulant cela porter hommage à leur père. Comment ma grand-mère a-t-elle vécu, puisqu'il n'y avait pas encore de sécurité sociale et qu'il n'y avait pas de pension, etc. Elle a vécu d'une part par la solidarité de sa famille et de sa belle-famille, et d'autre part, elle a vécu par la solidarité des voisins qui n'avaient pas eu le même inconvénient ou le même drame plus exactement qu'elle. Elle a tenu aussi un petit magasin, bistrot, dans lequel effectivement donc, elle pouvait recevoir les gens qui buvaient la petite goutte traditionnelle. Voilà un petit peu ce qui a fait en sorte que j'avais promis à mon père de ne pas oublier mon grand-père. Et donc ce 23 août 2014, c'était donc le 100e anniversaire de son assassinat, et j'ai réussi à réunir l'ensemble de ses descendants, et de la belle famille, et des descendants directs de Pierre Sott. Ça a été un succès important, parce qu'on s'est réunis ici d'ailleurs, parce que certains ne connaissaient pas l'endroit où le grand-père a été enterré, et d'autre part, moi j'ai fait la connaissance de beaucoup de personnes qui ont quelque part un petit peu de mon sang et du sang du grand-père dans les veines.
Nous nous trouvons ici devant l'école où mon grand-père enseignait. Il avait à lui tout seul les 6 classes. Hein. Et bien heureusement, une photo a été prise de lui 2 ans avant sa mort, devant l'école, la même école, hein, avec toutes ces 28 enfants, je pense qu'il avait. Et donc c'est ici aussi qui, malheureusement, il a été assassiné, juste en face de l'école où il y avait un petit mur qui a porté longtemps les stigmates de son décès. Étant entendu que mon grand-père, les enfants, ma grand-mère et d'autres voisins s'étaient réfugiés dans l'école où il y avait des caves. Et donc, lorsque les Allemands les ont fait sortir, ils ont séparé les enfants et les femmes, ils ont gardé les hommes, et les hommes, ben, ils sont restés, quoi. D'après l'histoire familiale, de bouche à oreille, bien entendu, mon grand-père a été mis donc devant le mur. Et donc, au moment où il a entendu crier « fire », il a sauté. Et donc, au lieu d'avoir les 6 balles dans la poitrine, il les aurait eues dans le ventre. Ce qui a fait comme effet qu'il n'est pas mort tout de suite. Il est mort 24 heures après, selon ma grand-mère, puisqu'elle a assisté, bien entendu, à son agonie. Et un médecin allemand est venu le voir et il n'a rien voulu faire, ne fût-ce que pour atténuer un petit peu ses souffrances, puisque c'était un ennemi pour eux. Et donc, nous restons toujours avec cette légende, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir donc un écrit de ma grand-mère il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, et dans lequel elle dit qu'il y a eu 2 balles qui ont été donc, qui ont percuté mon grand-père en plein ventre, et qu'elle confirme que donc il a encore vécu 24 heures après donc cet assassinat. Cette lettre, évidemment, je l'ai fait parvenir à toute la famille, parce que je trouve que cette lettre appartient à toute la famille et pas à moi. Hein, donc, je suppose que l'émoi sera important parce que vis-à-vis de moi, 100 ans, plus de 100 ans après, eh bien, je dois dire que j'en étais fortement ému. Nous sommes à l'endroit où une grosse partie de la famille est venue se recueillir donc, le 23 août 2014. Et donc mon grand-père, bien malheureusement, n'a pas été la seule victime puisqu'il y en a eu 18 autres. En ce, y compris une petite fille de 2 ans et demi qui a été lâchement assassinée. Et donc personne ne comprend pourquoi cette petite fille-là a été sacrifiée. On ne comprend pas toujours aujourd'hui comment qu'il se fait que parmi le monde, actuellement, il y a encore autant de misère, de guerre, d'assassinats, de génocide, alors qu'en 1918, on avait dit, ça a été redit d'ailleurs, par le roi, etc. Jamais plus ça. Nous sommes ici dans la rue Arthur-Joseph Piersotte, qui est une rue récente. Et la commune de Bouches avant et surtout maintenant la commune de Namur donc, lui ont dédié donc, cette rue en mémoire à ce qui s'est passé donc, en 1914. Pourquoi mon grand-père et pas les autres victimes? Simplement parce que je pense qu'à l'époque, la fonction d'instituteur était réellement une fonction importante avec celle de curé, avec celle de bourgmestre et celle de médecin. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles vraisemblablement on lui a dédié cette rue. Nous avons tous été éduqués, tous ces petits-fils, petites-filles, dans un esprit religieux par rapport à mon grand-père, qui a été mis, et je le comprends, sur un piédestal par sa veuve, et a éduqué ses enfants réellement comme si le grand-père était un saint. Hein. Et c'est comme cela que le flambeau est passé. Il est passé dans toutes les branches de la famille. Hein. Je l'ai constaté donc le 23 août 2014. Et nous avions à peu près toutes les mêmes anecdotes. Donc le flambeau est bien passé. Et j'en suis totalement heureux. Parce que ça signifie aussi que les arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants
étaient là, présents, hein, et très soucieux de ce mot de justice qu'ils ont mis en avant. Voilà, et pour moi, peut-être que cet exemple a fait aussi en sorte que je sois un artisan de la justice, puisque j'ai été syndicaliste, et que je me suis battu pour les grandes vertus que sont la solidarité, que sont la justice, que c'est la vérité. Donc ce sont des mots très importants pour moi et pour lesquels je me bats encore maintenant, et notamment dans un combat avec les sans-papiers. Le témoignage qu'on vient d'entendre est évidemment intéressant et c'est un vrai témoignage de souvenir familial comme on en a pu en entendre un certain nombre à propos des souvenirs que les familles avaient gardés des victimes des massacres de 14, que ce soit dans les villages ou dans de plus grandes villes comme à Dinan ou à Tamine ou à Andenne. Donc on sent bien à quel point ces histoires-là sont restées importantes dans les familles. On sent à quel point les petits-enfants, voire même parfois les arrière-petits-enfants, se sentent liés à cette histoire-là et ont eu le besoin d'en parler, le besoin que ce soit reconnu et reconnu de manière importante à l'échelle locale, mais parfois aussi à une plus grande échelle. Donc, maintenant, alors que pendant des générations, bien souvent le passage entre les victimes et leurs enfants a été très difficile, mais le passage à des générations plus lointaines s'est fait plus facilement. Et donc ces générations-là ont le besoin de le dire et de l'expliquer, contrairement aux survivants et aux descendants des fusillés qui, dans un premier temps, n'ont pratiquement rien dit. Donc on sent maintenant, 100 ans après, la volonté d'exprimer clairement le souvenir, la douleur, l'émotion que ça a suscité. On sent à quel point ces récits sont imprégnés d'émotions, d'une émotion vraiment réelle, peut-être même aussi à un moment donné retenue et qui peut s'exprimer aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la mémoire des familles dont on peut dire qu'elle était souterraine pendant un certain moment et qu'elle ressurgit maintenant avec une certaine force, avec une grande émotion. À côté de ça, et de manière peut-être un peu paradoxale ou contradictoire dans l'évolution, on a la mémoire officielle, la mémoire politique qui a élevé des monuments, qui a élevé des mémoriaux dans les cimetières, sur les places, comme on le voit ici aussi, qui a attribué des noms de rues, c'est un culte, on peut le dire, un culte du souvenir qui a été très fort dans les années 20, directement après la Première Guerre mondiale, qui s'est un peu estompé dans les années 30 et puis qui a presque un peu disparu après la Seconde Guerre mondiale, parce que l'événement de la Seconde Guerre mondiale a un peu aspiré ou plutôt écrasé le souvenir de la Première Guerre mondiale jusqu'aux dernières années, voire au centenaire, où au contraire, on a vu réapparaître des souvenirs officiels sur la Première Guerre mondiale. Et je trouve que ce nom de rue où on voit deux plaques, une plaque plus ancienne et une plaque vraiment contemporaine, montre à quel point le politique ou la mémoire collective, la mémoire officielle reprend pied à un endroit où elle s'était un peu laissée distancer. Mais c'est le phénomène de la commémoration qui est tout à fait propre et qui est tout à fait actuel.